Alors vous venez de publier cette nouvelle question africaine, du coup aux éditions L'Harmattan. Alors forcément on est appelé à se poser la question, qu'est-ce que cette nouvelle question africaine qui donne le titre de votre ouvrage? Alors, la nouvelle question africaine, c'est une explosion démographique, qui est l'explosion de la population africaine, essentiellement en Afrique subsaharienne. Il y a aujourd'hui 1,2 milliard d'Africains sur le continent. Il y en aura, selon les prévisions de l'INED et de l'ONU, plus de 4 milliards à la fin de ce siècle. C'est une explosion absolument énorme et considérable. Et c'est pour nous, Européens, pas seulement pour les Européens, mais pour nous en particulier, c'est plus qu'une question, c'est un problème redoutable à affronter et qui ne va cesser de nous occuper, de nous préoccuper, de nous diviser et de nous obséder jusqu'à la fin de ce siècle et peut-être même au-delà. Et donc, les petites escarmouches actuelles sont des estafilades, ça se compte en quelques dizaines de milliers de migrants ou de réfugiés, et il va falloir apprendre à compter en millions, en dizaines de millions ou en centaines de millions désormais. Je ne sais pas si nous serons capables, à moins que... À moins que quoi? Eh bien, à moins que l'Afrique ne prenne le chemin d'un développement économique qui n'a pas encore été vraiment rencontré jusqu'à présent. Ça me rappelle un petit peu la situation, lorsque j'étais jeune, on avait une situation analogue avec l'Asie. L'Asie était en voie de surpeuplement et on craignait l'invasion qu'on appelait à l'époque le péril jaune. Bon, aujourd'hui, je ne vais surtout pas baptiser ça le péril noir, mais nous avons une situation un petit peu analogue et elle sera résolue si les pays d'Afrique prennent le même chemin que les pays d'Asie. Et donc le à moins que, c'est ça, c'est la question du développement dans ces pays. Or, pour avancer dans cette direction-là, il faut changer de modèle économique. Il faut passer d'un modèle qui est encore le modèle de base actuel, qui est échange de ressources naturelles du sol ou du sous-sol, contre produits manufacturés tous importés, pour passer à un véritable développement industriel, donc une industrialisation des pays d'Afrique. Et cette industrialisation n'a pas encore eu lieu, il faut qu'elle se produise. Ça suppose des conditions qui ne sont pas toujours très faciles à réunir. Ça veut dire une stabilité politique qui est encore très très aléatoire, et des infrastructures lourdes et coûteuses à mettre en place, l'énergie, l'eau, les transports, la logistique, etc. etc. Donc, c'est également, évidemment, une main-d'œuvre formée, mais ce n'est pas la question, à mon avis, la plus difficile à résoudre. Alors, vous traitez du continent dans son entièreté, forcément on se pose la question, y a-t-il des pays qui s'en sortent ou qui s'en sortiront mieux que d'autres? Oui, il y a des pays qui ont commencé à prendre le chemin de l'industrialisation, et il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas fait du tout. Alors, pour vous donner, donc la situation est très différente. L'Éthiopie, par exemple, est en train de se doter de grandes plateformes industrielles, je dirais même d'immenses plateformes industrielles, avec l'aide de la Chine. Elle a construit également des infrastructures lourdes pour améliorer la logistique, les transports, etc., etc., toujours avec l'aide de la Chine. Et elles sont en train de fabriquer une industrie qui est une industrie fondée sur l'exportation à partir de bas coûts de salaire pour être compétitif. C'est en fait le modèle asiatique, tout simplement. Mais il y a des pays différents. La Côte d'Ivoire, par exemple, elle, c'est un très grand pays agricole. Et ils sont en train de lancer une nouvelle vague industrielle sur la valorisation industrielle des ressources agricoles dans les filières les puissantes dans lesquelles ils sont installés de façon très forte, y compris à l'échelle mondiale. Donc le Nigeria, c'est un géant qu'on attend encore, c'est-à-dire qu'on attend qu'il trouve son modèle de développement qu'il n'a pas encore vraiment réussi à construire, compte tenu d'une part de l'instabilité politique et d'autre part de l'immensité d'un pays qui ne parvient pas à vraiment s'unifier. Voilà donc pour vous dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la République centrafricaine, ce n'est pas non plus le Niger. Il y a de grandes différences dans les pays et ce qui va se traduire par une très forte immigration interne, intracontinentale dans les années qui viennent. Alors pourquoi dans votre ouvrage parlez-vous de Babel africaine et aussi d'un grand brassage des langues dans un long appendice final?
Parce que je trouve que c'est une question absolument centrale et très, très, très vivante. L'Afrique, aujourd'hui, c'est une forge linguistique. Ici, forge des langues qui apparaissent, disparaissent en permanence de façon extrêmement rapide. Et si j'étais linguiste, je serais passionné, j'irais m'installer définitivement sur le continent africain. Alors, le mouvement principal, en fait, c'est la montée des langues dites véhiculaires. Les langues véhiculaires, il y en a de deux sortes. Il y a des langues véhiculaires qui ont été importées en Afrique, comme l'anglais, le français, le portugais. Et puis il y a des langues véhiculaires qu'on oublie trop souvent, qui sont des langues véhiculaires locales, qui sont vraiment des langues véhiculaires, c'est-à-dire que c'était parlé par une toute petite partie de la population. Aujourd'hui, elles deviennent langues d'échange sur de grands espaces et dans de grandes populations. Et alors par exemple, le Swahili est une langue véhiculaire qui sert aujourd'hui à l'unification de la Tanzanie, qui sert également au Kenya, qui est d'usage en Ouganda, qui est d'usage également au Congo, en République démocratique du Congo. Et c'est la grande langue de l'Afrique de l'Est qui est destinée à être parlée à l'avenir par des centaines de millions de personnes. Ce n'est pas une langue qui va disparaître, au contraire, c'est une langue qui s'est développée et qui continue de se développer à toute vitesse. De la même façon, le Lingala, qui est une langue parlée essentiellement en République démocratique du Congo, mais aussi dans le Congo Brazzaville à côté, est une langue qui prend une ampleur considérable aujourd'hui, qui est aussi appelée à être parlée par des dizaines et bientôt peut-être des centaines de millions de personnes. En Afrique de l'Ouest, donc là ça c'est l'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, on a une situation un peu différente, c'est plus localisé. On a par exemple le Haoussa, le Bambara, le Wolof, qui occupent des terres un petit peu moins, formant moins un ensemble. Et donc ce qui est frappant en Afrique, c'est deux sortes d'évolutions. Une évolution qui est donc cette diffusion des langues véhiculaires au détriment, j'ai oublié de le dire, des milliers de langues maternelles qui étaient parlées auparavant, ce qui est une disparition très malheureuse, mais je pense que là le mouvement est très probablement bien peu résistible. Et par ailleurs, une transformation des langues véhiculaires en question. Ces langues évoluent à toute vitesse, dans leur vocabulaire, dans leur structure, dans leur grammaire. Et le Lingala, parlé à Kinshasa, c'est du néo-Lingala, qui n'a jamais été parlé auparavant. Le Swahili évolue également en intégrant des mots anglais, des mots de pays. Donc, quand je parle d'une forme linguistique, c'est cette immense transformation qui est en cours et qui est une nécessité, parce qu'il faut bien, pour constituer des nations, que les gens puissent se parler et se comprendre. Alors finalement, on se pose la question à la fin de votre ouvrage, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste sur cette situation? Écoutez, je pense que cette nouvelle question africaine, pour reprendre le titre, est une question redoutable, à laquelle, me semble-t-il, nous sommes assez mal préparés. Et je pense qu'il est grand temps d'y préparer, et cet ouvrage est une petite contribution dans ce sens.